Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Les projections politiques s'intensifient en Côte d'Ivoire à 16 mois de la présidentielle d'octobre 2025. Les partis mobilisent leur base. Ce week-end, les populations de l'Agnébi-Tiassa ont réaffirmé leur soutien au président Alassane Ouattara en cas d'éventuelle candidature en 2025. Les projections économiques revues à la baisse au Sénégal, la croissance du pays devrait se limiter à 7,1% au premier trimestre 2024. Ce sont là les conclusions du Fonds monétaire international au lendemain d'une mission de travail au pays de la Teranga. Et les projections sportives du Maroc, maillot jaune du Tour cycliste international du Bénin 2024. Le coureur Achraf El Dokmi a remporté la dernière étape entre Akban-Yenzoun et Cotonou en 15h, 26 minutes et 6 secondes chrono. Mais tout d'abord, ce lundi est jour de vote au Tchad. 8,5 millions de Tchadiens doivent élire le prochain président de la République. C'est le premier retour aux urnes depuis la mort du président Idriss Déby en 2021. Son fils, le général Mahamat Idriss Déby, qui dirige la transition militaire, est candidat sous la bannière de la coalition Tchad Uni. Parmi ses concurrents les plus en vue figurent le Premier ministre Succès Masra et Albert Pahimi Padaké, ancien chef du gouvernement. 7 autres candidats sont en lice pour cette élection présidentielle qui devrait clore 3 années de transition militaire dans le pays. Les bureaux de vote sont donc ouverts depuis 6 heures et fermeront leurs isoloirs à 17 heures, heure de N'Djamena. Et en Côte d'Ivoire, camps et alliances se tissent en prélude à la présidentielle de 2025, dont les partis politiques leur est au renforcement de la base d'électeurs. Alors que plusieurs candidats de l'opposition se déploient dans les villes ivoiriennes, l'incertitude plane sur une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara. Et ce week-end, les populations de l'Agnébi-Tiassa dans le sud du pays ont renouvelé leur soutien au chef de l'État ivoirien au cours d'une cérémonie d'hommage. Les militants lui promettent une écrasante victoire s'il décide de briguer un 4e mandat. Philippe Akoua, reportage. En Côte d'Ivoire, à l'orée de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les différentes formations politiques poursuivent leur campagne de mobilisation. À cet effet, les populations de l'Agnébi-Tiassa, région du sud du pays présidée par le ministre de la Santé, Pierre Ngou Demba, ont, lors d'une cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara, tenue le 4 mai 2024, réitéré leur soutien au président ivoirien au regard du développement de la région. Nous apprécions la progression des travaux qui permettent d'avoir l'eau courante, de l'électricité dans nos villages et quartiers. Bref, pour nous, les infrastructures et équipements réalisés nous permettent d'accélérer le développement, d'offrir plus d'opportunités pour les jeunes et favoriser l'autonomisation et l'épanouissement des femmes. Face à cette mobilisation remarquable des populations, le gouvernement ivoirien s'est engagé à intensifier ses efforts en faveur du développement de la région du Hambol. En prolongeant les initiatives déjà lancées par le président Alassane Ouattara, plusieurs actions concrètes sont promises pour renforcer les infrastructures, stimuler l'économie locale et améliorer les conditions de vie des habitants de l'Agnébi-Tiassa. Ces mesures démontrent l'engagement continu du gouvernement envers le progrès et le bien-être des communautés ivoiriennes. La Côte d'Ivoire, telle que vous la voyez, aujourd'hui, est respectée dans tout le monde entier. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a encore d'autres grands projets qui vont être réalisés dans toutes les régions. Malgré les efforts déployés sur le terrain par les membres du parti au pouvoir, le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé sur un éventuel 4e mandat. Par ailleurs, Laurent Gbagbo, président du PPACI, et Afin N'Guessan à la tête du FPI, ont annoncé officiellement leur candidature. Et plus de sucre pour relever le PIB de l'Afrique du Sud. Le pays souhaite élargir les chaînes de valeur de l'industrie sucrière en améliorant les conditions de travail des producteurs. Alors que la culture de la canne à sucre est en constante baisse, les autorités ont recensé plus de 20 000 producteurs dans le KwaZulu-Natal. C'est l'une des plus grandes régions de la ceinture sucrière sud-africaine. 90% des producteurs recensés sont de petits agriculteurs asphyxiés par les importations massives de sucre bon marché. Catherine Gambé.
L'industrie sud-africaine de la canne à sucre a connu une forte baisse de ses revenus ces dernières années en raison des importations de sucre bon marché qui ont inondé le marché local, mais surtout des grèves de petits producteurs qui estiment être laissés pour compte. En réponse à ce défi, le président Cyril Ramaphosa a annoncé lors de son adresse à la nation en janvier 2024 un plan directeur de la chaîne de valeur pour l'industrie visant à aborder la transformation, la protection de l'emploi et la diversification des produits afin d'attirer de nouveaux investissements qui optimiseront son efficacité, son efficience et sa compétitivité. L'industrie sucrière est structurée de telle sorte qu'il n'y a que 2 organisations représentant les agriculteurs locaux. Il s'agit de Cane Growers et de l'association des usiniers de SASMA. Elle prélève donc les cotisations des industries sucrières pour soutenir ces organisations. Lorsque la SAFDA a été créée, il était question qu'elle partage avec nous les cotisations. C'est de là qu'est venue la grande résistance. La nouvelle réglementation nous confère le même statut qu'eux et nous percevons des cotisations de l'industrie sucrière pour payer les membres de notre personnel qui font le travail sur le terrain. Selon le rapport annuel 2022-2023 des producteurs de canne à sucre d'Afrique du Sud, la flambée des coûts des intrants a rendu l'environnement opérationnel difficile dans l'industrie sucrière. Le coût des carburants et des lubrifiants a augmenté de 12%, celui des engrais de 34% et celui de l'irrigation de 45%. De plus, l'augmentation moyenne en combinant tous ces intrants a été de plus de 11%. Et ce, alors que l'augmentation des prix du sucre a été limitée à 7% sur la durée du plan directeur de la chaîne de valeur de la canne à sucre jusqu'en 2030. Le plan devrait contribuer à l'augmentation de 15% des ventes locales, à l'augmentation de 22% de la pénétration directe du marché et à l'augmentation de 7% de la fabrication de boissons gazeuses et de l'achat de sucre local. Notre avenir réside dans le fait que les petits planteurs jouent un rôle fondamental et actif dans la chaîne de valeur du sucre. L'industrie sucrière sud-africaine associe la culture de la canne à sucre à la production de sucre brut et raffiné, de sirop, de sucre spécialisé et de sous-produits se classant parmi les premiers producteurs mondiaux de sucre de haute qualité à des coûts compétitifs. Sur la base des ventes du sucre dans la région de l'Union douanière d'Afrique australe SACU et des exportations vers d'autres marchés, l'industrie devrait générer un revenu direct annuel estimé à 756 000 millions de dollars. Cela inclut la valeur de la production de canne à sucre en Afrique du Sud qui s'élève, elle, à 270 millions de dollars. Au Sénégal, c'est un revers économique de la crise politique de février dernier. La croissance économique du pays devrait retomber à 7,1% au premier trimestre 2024, bien en deçà des 8,3 prévus. Une révision à la baisse que le Fonds monétaire international explique par les tensions à la veille de l'élection présidentielle. Au sortir d'une mission d'évaluation au Sénégal, le FMI appelle les autorités à rationaliser les dépenses fiscales pour réduire efficacement le déficit budgétaire. Philomentine. Le Fonds monétaire international FMI a apporté des ajustements sur ses prévisions de croissance économique pour le Sénégal en 2024. L'institution de Bretton Woods a révisé à la baisse la croissance de l'économie sénégalaise à 7,1% contre 8,3% initialement prévu. Une des principales raisons avancées pour cette révision à la baisse est l'incertitude politique liée à une élection présidentielle tendue en mars 2024 et des retards dans la production de gaz jusqu'en décembre 2024. Les indicateurs à haute fréquence suggèrent que l'activité économique a été modérée car les entreprises ont reporté leur investissement et les consommateurs ont réduit leurs dépenses. Malgré les tensions politiques autour de l'élection présidentielle et les chocs extérieurs, la croissance économique du Sénégal, soutenue par une bonne campagne agricole et un secteur tertiaire solide, a dépassé les attentes et s'est estimée à 4,6% en 2023. Ainsi, l'économie sénégalaise a fait preuve de résilience en dépit d'un contexte difficile selon le FMI. Difficile de comprendre cette nouvelle projection du FMI alors que l'autre tendance, il y a quelques mois, c'était d'avoir un taux de croissance de 5% environ, hors pétrole et gaz. Quand on sait que justement ce pétrole et ce gaz ne seront pas au rendez-vous, il est peut-être difficile de comprendre ce bond de 7,1% sur la simple base du calme qui est revenu, qui va donc jouer sur ce dynamisme économique qu'on connaît au Sénégal et par conséquent, ce nouveau taux de croissance semble acceptable.
Parmi les recommandations faites aux nouvelles autorités sénégalaises par l'organisme international figure la nécessité de réaliser un audit de la compagnie d'électricité Sénélec afin de mettre en œuvre une nouvelle grille tarifaire pour l'électricité prenant en compte les ménages vulnérables. Ils exigent le respect de la souveraineté du Burkina Faso. À Ouagadougou, des centaines de personnes ont manifesté devant l'ambassade des États-Unis en réponse à la publication d'une déclaration sur les massacres de civils et la suspension des médias dans le pays. Il y a une semaine, les États-Unis et le Royaume-Uni se sont dit préoccupés par les témoignages d'exécution d'au moins 223 civils contenus dans un rapport de l'ONG Human Rights Watch. Une déclaration perçue comme une atteinte au droit à l'autodétermination du Burkina Faso dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Pauline Minka pour les détails. Suite à la déclaration américaine concernant le rapport de l'ONG Human Rights Watch accusant l'armée burkinabé d'exactions contre les civils, des centaines de personnes ont manifesté devant l'ambassade des États-Unis vendredi 3 mai 2024 à Ouagadougou au Burkina Faso. Brandissant des drapeaux russes et burkinabés, les manifestants, majoritairement des commerçants et travailleurs du secteur privé, ont scandé des slogans anti-impérialistes et protesté contre l'ingérence des Américains dans les affaires interne du pays. Mais c'est avec consternation et étonnement que le peuple souverain du Burkina Faso a vu une déclaration des États-Unis avec le Royaume-Uni accusant notre armée républicaine d'exactions et de massacres sur la base d'une simple déclaration incongrue aux normes judiciaires nationales et internationales. La coordination a ensemble demandé une clarification de la position des autorités américaines vis-à-vis de cette déclaration conjointe et de l'orientation souveraine de la transition. En outre, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso, Eric Whitaker, a été convoqué jeudi 2 mai par le ministre burkinabé des Affaires étrangères suite à cette déclaration conjointe. Les déclarations de Human Rights Watch, il faut considérer que les organisations internationales et souvent même locales sérieuses des droits de l'homme sont souvent des organisations crédibles quand elles dénoncent des choses. Et par rapport à ça, Human Rights Watch demande une enquête pour connaître les responsables de ces massacres. Alors, au lieu d'aller agresser ou d'aller manifester devant l'ambassade, il faudrait d'abord demander, est-ce que c'est vrai, faire une enquête pour savoir si c'est la vérité ou non. Pour rappel, le pays d'Afrique de l'Ouest avait dénoncé le rapport de Human Rights Watch, disant rejeter et condamner fermement de telles accusations infondées. De ce fait, plusieurs médias occidentaux et africains ont été suspendus et bloqués pour avoir publié des articles sur ce rapport du groupe international de défense des droits humains. Selon le rapport, l'armée burkinabé aurait exécuté près de 223 civils en février dans le cadre d'une campagne menée contre les civils accusés de collaborer avec des groupes djihadistes. La page culture de ce 12-15, l'artiste sénégalais Ombré Zion était la tête d'affiche d'un concert live à la Péniche Cinéma de Paris. Le chanteur d'afro-reggae et dancehall a communié avec ses fans de l'Hexagone ce dimanche. L'enfant de Pikine, dans la banlieue dakaroise, est l'auteur de 2 albums éclectiques et enchaîne les scènes des grands festivals. Lauréat du festival Africa Cœur et première partie de Youssou N'Dour à Bercy en 2017, Ombré Zion est le symbole du métissage entre reggae muffin et sonorités africaines. Et l'actualité, c'est aussi le clap de fin du Tour cycliste international du Benin 2024. Le Maroc décroche le maillot jaune grâce au coup de pédale de Achraf El Dokmi. Le coureur de l'équipe nationale marocaine a su rattraper puis devancer les 2 secondes qui le séparaient de l'Érythréen Habteab Yowe lors de la dernière étape de la compétition. Jour de triomphe donc pour Achraf El Dokmi qui hisse Marrakech à la première marche du classement général par équipe. Joël Ballot et Christian Djimade. Le Maroc achève le 19e Tour cycliste du Bénin sur la plus haute marche du podium. Le 4 mai 2024, son coureur El Dokmi a connu son jour de gloire en remportant l'étape, mais bien plus le maillot jaune de vainqueur.
Le coureur marocain a mis 15h26 6 secondes pour avaler les 647,47 km de cette 19e édition, soit une vitesse moyenne de 41,95 km à l'heure. C'est pas facile parce que la première étape, elle est beaucoup de comptes. Et merci beaucoup de l'équipe marocaine parce qu'elle est bien travaillé à toutes les étapes. Comme à la 18e édition, Achraf Eddogmi remporte le Tour cycliste international du Bénin. Le Maroc termine également leader au classement général par équipe avec un temps de 46h19 19 secondes, suivi de l'Algérie avec plus de 3 minutes 8 secondes. Le Bénin, pays hôte de la course, s'en sort sans une victoire d'étape. En ce qui concerne le comportement des coureurs béninois, je suis satisfait parce que ce tour est d'un grand niveau. Malgré les entraînements que nous avons eu à faire, nous avons rencontré des professionnels et c'est ça qui nous permet de grandir, de faire des corrections pour les jours à venir. Il y a eu des individualités, mais il n'y a pas eu un travail d'équipe. Parce qu'il y aurait eu un travail d'équipe, je pense qu'on pouvait gagner une étape. On se prépare pour les championnats du monde à Zurich et on se prépare aussi pour les championnats du monde au Rwanda. Après le Tour international du Bénin, le prochain grand rendez-vous du cyclisme sur le continent africain se tiendra en Afrique centrale à travers le Tour du Cameroun, prévu du 29 mai au 9 juin 2024. Ces événements se situent en amont du championnat du monde sur route 2025 qui se tiendra au Rwanda. Le pays de Paul Kagame sera la première nation africaine à accueillir cette compétition. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition d'information sur Africa 24.